Le but, ça va être de donner des billes aux femmes pour fissurer la vision du monde imposée par les dominants. Pouvoir observer leur vie, la manière dont elles se considèrent elles, la manière dont elles considèrent les autres femmes, leurs sœurs, leur mère par exemple, avec une grille d'analyse qui soit féministe. C'est démonter un à un tous les mythes qu'ils ont construits. Par exemple, ce mythe du fait que les agresseurs ne savent pas ce qu'ils font. Montrer qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas coupables, qu'elles n'ont pas de raison d'avoir honte. Pour la première fois, c'est pas de notre faute, c'est pas parce que nous, on n'a pas été assez ceci, assez cela. Et se débarrasser de cette culpabilité qu'ils imposent à leurs victimes, c'est déjà un premier poids immense. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 52. Inventer une thérapie féministe. Quelles traces laissent les violences d'un conjoint, d'un père, d'un ami? Qu'en reste-t-il dans nos corps, dans nos têtes? Comment colorent-elles nos émotions, nos sensations, notre façon d'être au monde? Et au-delà de ces violences, visibles ou plus sournoises, quel sens donner à nos vies qui se déploient dans ce monde où les agressions sont quotidiennes, où les normes nous étouffent, où l'on se rend compte bien trop tard que peut-être nous sommes passés à côté de qui nous étions vraiment à cause de tout cela? Nous cherchons de l'aide et quelques pistes pour s'en sortir auprès de psychologues, en se demandant pourquoi payer pour aller mieux, alors que bien souvent, nos difficultés trouvent leurs racines dans le comportement d'un agresseur ou dans le système d'oppression tout entier. D'ailleurs, qui peut payer? Et lorsque c'est possible, combien sommes-nous à repartir déçus, heurtés ou perdus? Sol raconte qu'elle a subi un viol conjugal. Une psychologue lui répond « Mais c'était un vrai viol ?» Julie s'interroge sur son désir pour les femmes. Son psychanalyste lui dit qu'elle prend plaisir à rester dans une relation hétérosexuelle. Marcia se souvient de sa peur intense des hommes lorsqu'elle marche dans la rue. La psychiatre lui explique qu'elle doit résoudre son problème avec son père. Les violences et le contexte patriarcal dans lequel nous vivons sont si peu pris en compte sur le coin des divans. C'est cela que les thérapeutes féministes veulent faire changer. Alors qu'en France, les écrits sont rares, voire inexistants, elles souhaitent se réapproprier les outils classiques des psychothérapies en y apportant leur savoir et leurs pratiques féministes. C'est tout l'objet de cet épisode, qui mêle paroles de psychologues et paroles de patientes pour réfléchir à ce que serait une thérapie féministe. En commençant par Sarah. Victime de violences conjugales, elle quitte le domicile il y a 2 ans pour se mettre à l'abri et entame des démarches judiciaires. Son avocate lui conseille alors de consulter une psychologue féministe spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Quand j'arrive chez ma psychologue, je suis très mal, je suis très faible, psychologiquement, nerveusement, mais même physiquement. Je dors mal, je m'alimente quasiment pas. Je suis complètement déboussolée, je suis perdue, parce que je commence à sortir d'une sorte de déni par rapport à ce que je vivais. Et je réalise en fait que ce que je vis est grave, que ce que je vis est dangereux. Tout de suite, j'ai quelqu'un en face de moi qui me prend en charge, littéralement. Je la sens comme si elle me rattrapait à chaque fois de quelque chose de très sombre pour me ramener à la réalité, pour me ramener à quelque chose de concret, de clair, de simple, de factuel. Il y a toujours une explication à ce qui s'est passé. Le truc le plus frappant, c'est de comprendre que c'était un système qui avait une stratégie qui avait été mise en place. C'est la stratégie qui est mise en place par les hommes violents. L'autre va provoquer des disputes sur un sujet, peu importe lequel, pour aboutir à un épisode de violence. L'autre va dire « Mais regarde, tu vois, à chaque fois, c'est la même chose avec toi. C'est toi qui me fais péter un plomb. Tu réponds pas de la bonne manière. Je t'ai posé une question, t'as pas bien répondu. Je t'ai posé une question, tu m'as menti. Tu me rends fou. Regarde ce que tu me fais faire. J'ai jamais été comme ça avec personne d'autre qu'avec toi. » C'est sans arrêt.
les mêmes répliques qui reviennent en boucle, et on n'est pas capable de le voir, de le comprendre. Pourtant, je crois que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu ouverte, curieuse, qui me suis beaucoup intéressée à plein de sujets. Et je sais que les violences conjugales existent, je le savais avant d'en être victime. Mais en fait, tu relis pas les choses. À aucun moment, tu te dis que ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as vu. Les connexions se font pas. Et elle m'a aidée à refaire ces connexions. Et ça m'a beaucoup aidée à y voir plus clair. Comprendre que c'était pas de ma faute. On pense que c'est de sa faute parce que on nous dit que c'est de notre faute. On trouve plein d'excuses pour se dire que c'est pas grave, que ça n'arrivera plus. Je minimisais en me disant que c'était la dernière fois. Je minimisais parce que j'avais moins de traces sur le corps. Par rapport à lui, je minimisais aussi en me disant que c'est parce qu'il avait eu une enfance compliquée, qu'il a grandi sans son père, qu'il était quand même gentil, que c'était une période difficile pour lui au travail. Ma psychologue, elle m'a aidée parce qu'elle explique factuellement ce qu'il fait dans ces cas-là, ce qu'il met en place. De la manipulation, du contrôle. Il met en place l'inversion de la culpabilité, tout ce cycle des violences. Et ça, c'est pas parce qu'il souffre, c'est parce que c'est un homme violent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu. Dans ses travaux autour des violences, la psychologue Françoise Sironi a tenu à distinguer parmi tous les traumatismes psychiques les traumatismes intentionnels. Elle explique que les traumatismes faisant suite à des violences conjugales n'ont rien à voir avec des traumatismes liés à des accidents de voiture ou des catastrophes naturelles comme l'écroulement d'un immeuble. Ce qui est au cœur de la souffrance psychique des victimes de violences, c'est l'intentionnalité destructrice d'un autre qu'elles ne comprennent pas. Ça se traduit essentiellement par énormément de culpabilité. C'est-à-dire que dès qu'il y a quoi que ce soit, la personne dit « mais c'est de ma faute, c'est moi, j'y suis pour quelque chose ». Et ça peut être des années après les faits. Et ça, c'est bien intérioriser l'intention d'un autre, c'est-à-dire tu n'es qu'une merde, tu n'es rien. Et donc, du coup, il peut y avoir un doute. C'est pas que la victime croit l'agresseur, mais elle est effractée. C'est-à-dire tout ce qui est son mode de fonctionnement psychologique habituel ne fonctionne plus de la même manière. Elle n'a plus ses défenses, ses mécanismes de défense habituels. Donc le traumatisme intentionnel, c'est aussi un changement de personnalité. La personne elle-même nous dit au psy, mais je ne me reconnais plus, je suis devenue une autre. Et tant qu'on n'a pas, avec la personne qui en a été victime, extirpé, on peut dire d'elle, tout ce qui fait partie d'un autre en elle, c'est-à-dire l'intention de l'agresseur intériorisée, c'est pas que la personne veut l'intérioriser, c'est qu'il sait par effraction psychique, il est entré en elle, si je puis dire, dans sa tête. Et donc, du coup, il est là, il est à domicile. Et tant que ce n'est pas extirpé, comme on extirpe un venin d'une plaie, la personne va vivre avec cette ombre au-dessus d'elle et qu'il faut extirper. Je pense que vous l'aurez compris, c'est une psychothérapie par la parole. C'est de prendre comme argent comptant, véritablement, quand la personne dit « je suis une autre, je ne me reconnais plus, depuis qu'il m'a fait ça ». Il y a l'avant et l'après, le temps zéro. Avant, j'étais comme ça. Et après, il y a eu ça et ça. Et je pleure facilement, je me sens fragile, ou je me sens agressive. Et je voudrais pas. Alors, on me dit que je suis violente. Par exemple, là, dans ces cas-là, c'est dire « mais non, mais c'est pas vous, ces paroles-là que vous avez prononcées. Est-ce que vous les avez pas entendues ? Oui, c'est ce qu'on disait avec moi. Mais les paroles qui ont été prononcées, en plus des blessures, des coups de pied, des brûlures, il est très important aussi de pouvoir nommer ce qu'un autre vous a fait, mettre des mots. Et ces mots, la personne va les déposer en moi, qui suis son thérapeute. Moi, je peux les reprendre. Et du coup, ça devient quelque chose qui est partagé, qui est commenté aussi, de l'inhumanité de l'autre. On n'est pas là en silence. La neutralité, comme on dit dans des positions psychanalytiques, la neutralité bienveillante, elle ne tient pas. Elle est malveillante. Le silence est malveillant. Il faut poser des paroles, il faut prendre des mains. Lorsqu'il y a des larmes, il faut être accompagnant et reprendre tous les mots, genre évidemment, tu n'es qu'une salope, t'es qu'une merde, etc. Parce que c'est ça qui est intériorisé. Ces mots-là restent
On n'ose même pas les prononcer parfois, on n'ose même pas les dire parce qu'on a peur de salir l'autre, de souiller son psy lorsqu'on emploie ces mots. C'est ça, extérioriser. C'est pas vous qui l'avez pensé. On a dit ça de vous, mais c'est pas. Donc, on va les sortir, ces mots, et voilà, enfin, des manières de faire pour que ce qui a été déposé en soi ne fasse plus partie de soi. Elle disait, cela semble tout simple aujourd'hui, regardez, voilà ce qu'il fait, et ensuite, voilà ce qu'il en dit. C'est alors que je l'ai vue, la cruauté de ses gestes, telle qu'elle était. Peu importe le nom que les autres, le monde entier leur donnaient. Quiconque en a déjà fait l'expérience ne peut nier le pouvoir révolutionnaire du langage, ou l'importance absolue de nommer les choses, ou la violation inhérente au fait d'être dépouillé de la parole, même au moment où l'on éprouve l'indicible. Quelque chose en moi a alors bougé, pivoté, changé pour toujours. Soudain, j'ai découvert quelque chose en moi, capable de ressentir ce que j'avais deviné quelque part, mais sans avoir de nom ou d'espace pour cela. J'ai commencé à ressentir ce que l'on me faisait, à l'éprouver, à le reconnaître, à trouver les mots justes pour le nommer. Andrea Dworkin. Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. Aujourd'hui, j'ai fait une partie du chemin. J'ai comme débloqué beaucoup de choses. Je suis plus paralysée par toutes ces incompréhensions que j'avais. Je ne suis plus paralysée par la culpabilité que j'avais. Je suis de moins en moins paralysée par la honte. Parfois, ça m'arrive d'avoir encore un peu honte. On se dit qu'on a laissé faire ça. J'ai pas fait les liens entre ma situation et ce que je savais des violences. Elle est là encore aujourd'hui, la honte, même si elle disparaît au fur et à mesure. Je maîtrise de mieux en mieux les moments où mon cerveau fait des siennes, on va dire. Les peurs, les angoisses, les troubles du sommeil, les cauchemars. J'avais des difficultés à me concentrer, à me souvenir des choses. Je comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Ma psychologue, ça, elle m'a accompagnée aussi en m'expliquant ce que c'était, un symptôme de stress post-traumatique. Et on apprend ensemble à détecter les moments où ça me prend, et au fur et à mesure, on va les travailler. Ça m'arrivait d'avoir des manifestations physiques de stress très intenses. Les mains moites, la respiration difficile, une boule dans le ventre, une crise d'angoisse, des cauchemars. Ça pouvait arriver n'importe quand. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui réveillaient ces angoisses. Un endroit où je suis allée avec mon ex-conjoint. Un endroit où il y a eu de la violence. Une chanson que je vais entendre. Récemment, ça a été le procès. Parce que je l'ai vu. Et cette fois, je l'ai senti venir. Je savais ce qui était en train de se passer. Je savais que c'était ça qui était en train de se réveiller quand j'ai commencé à être stressée, angoissée. Et j'ai réussi, en l'identifiant, à calmer un peu le jeu et à maîtriser ça. Aujourd'hui, je suis formée à ce que sont les violences faites aux femmes. Je suis formée à détecter un conjoint violent, à détecter les comportements de domination, à détecter le contrôle qui cherche à s'imposer. Et je vois les situations passer sous un œil plus simple. Un copain de l'époque qui insistait pour me déposer à l'endroit où j'avais rendez-vous avec mes copines, pour revenir me chercher après, pour savoir où j'allais, si j'étais bien avec mes amis. Et il me disait que ça le rassurait parce qu'il était très jaloux. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a pas de jalousie qui justifie qu'on dépose quelqu'un à un endroit et puis qu'on revienne la chercher à une heure bien précise. C'est juste du contrôle. Je pense à un ex aussi avec qui j'ai été, qui décidait de quel jour on devait se voir, quel jour on pouvait pas se voir,
à quelle soirée je pouvais aller avec lui, à quelle autre soirée je devais pas aller. Et pareil, j'avais un double discours de « Ah oui, mais c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, c'est un homme solitaire. » Et je me rends compte aujourd'hui que clairement, non, c'est pas ça. Lui m'imposait ses choix et sa manière de faire et de vivre. Et j'aurais pas dû accepter ça. Il y a la crainte, je pense, de retomber sur un conjoint violent, une nouvelle fois. Et de se dire, est-ce que je suis un peu comme une malédiction vouée à être avec des hommes violents ? Est-ce que c'est moi qui reproduis les mêmes choses chaque fois ? Parce qu'on a toujours tendance à entendre que les psychologues font le lien avec notre enfance pour expliquer telle ou telle chose qu'on vit aujourd'hui. Ce que je comprends, c'est que non, c'est pas le cas. Que c'est pas moi qui reproduis, que ce n'est pas moi qui cherche ça, que ce sont eux qui sont comme ça. Je pense que ce qui a changé, c'est surtout moi. Je peux pas tolérer qu'on agisse comme ça, qu'on parle comme ça, qu'on soit violent. Je peux plus le tolérer. Et oui, je suis pas prête à refaire confiance à un homme. J'en ai parlé il y a pas très longtemps à ma psychologue. Je sais que je serai probablement en couple avec quelqu'un peut-être un jour, mais que je ferai probablement pas vie commune. Je veux pouvoir être libre. Je veux pouvoir ne pas me sentir oppressée, ne pas me sentir dominée. Plus jamais. Je veux pouvoir décider de ce que je veux. Je pense que ça participe au fait que je guéris. Je me sens solidaire de toutes les femmes. On est comme conditionné ou éduqué ou je ne sais quoi à faire des autres femmes nos ennemis. Je me comparais aux autres filles. J'étais envieuse, parfois jalouse. Et ça a totalement changé. J'ai plus du tout ces rapports-là avec les autres femmes. C'est tout l'inverse, maintenant. Je veux les aider, toutes celles que je vais rencontrer, que je connais, que je vais peut-être former à mon tour. Plus je me réapproprie mon histoire, mon récit, ma vie, et plus j'ai envie. Ouais, j'ai envie. Renouer le lien entre toutes les femmes, c'est ce qui est au cœur du travail de Juliette Mercier, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Il y a 2 ans, elle a fondé avec la sociologue Laura Carpentier-Goffre le centre Bertha Pappenheim, qui propose des soins en faveur des droits des femmes et des enfants, victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Je sais qu'en Amérique du Sud, les militantes peuvent parler de sanation pour évoquer d'un côté la guérison individuelle et de l'autre côté la guérison collective, et les deux comme ne pouvant être non liés. Je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on peut apporter aux femmes en tant que thérapeute féministe, c'est-à-dire faire le lien entre ce qui va vous faire du bien individuellement et ce qui, dans ce qui vous fera du bien individuellement, fera partie, s'inscrira dans une lutte collective. Assumant un décalage avec la majorité des psychothérapies actuelles, elle souhaite adopter une vision sociologique des violences pour replacer chaque personne et son vécu dans un contexte social. Je sais que la réflexion qu'on peut avoir, c'est cette distinction entre les femmes qui viennent nous rencontrer, qui sont victimes de violences, et les femmes qui viennent nous rencontrer pour d'autres sujets psychologiques. Mais moi, je ne suis pas sûre de faire véritablement la distinction entre les deux. Je ne peux pas considérer que la psychologie des femmes, que le bien-être ou le mal-être des femmes soit séparé d'un système global d'attaque contre les femmes. La seconde partie d'un accompagnement féministe, c'est renouer entre le corps et l'esprit. Que ce soit avoir des billes pour améliorer notre sommeil, notre alimentation, approcher chaque sensation, chaque événement corporel dans le cadre thérapeutique aussi. On n'est pas seulement dans la réflexion, on n'est pas seulement dans réfléchir et comprendre et analyser ensemble. On peut être sur ressentir ensemble, bouger ensemble, se lever de ces fauteuils sur lesquels on est installé et partir marcher ensemble. Parce qu'à un moment, il va falloir sortir de ce figement-là protecteur en le remettant dans le présent, c'est-à-dire là, il n'y a plus besoin d'être immobilisé. Tout ce qui peut s'exprimer, ce qui peut être simplement ressenti sans être tout de suite
analysé, peut permettre des déblocages corporellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui s'est ouvert. Le corps est entravé si les émotions sont nouées en lui. Les gens raidissent les épaules, crispent les muscles du visage. Ils passent énormément de temps à retenir leurs larmes. Un geste, un son qui pourrait trahir leur état profond. Lorsque les tensions se relâchent, les sentiments peuvent se libérer. Le mouvement aide à approfondir la respiration et à émettre des sons expressifs. Le corps devient plus libre, il respire plus facilement et s'ouvre à la communication. Le toucher permet de vivre dans un corps qui peut se mouvoir et s'émouvoir. Les patients terrifiés ont besoin d'avoir une notion de la position et des limites de leur corps dans l'espace. Un contact ferme et rassurant leur montre où elles se trouvent, ce qui est à l'extérieur, là où leur corps s'arrête. Ils découvrent qu'ils n'ont pas toujours besoin de se demander qui ils sont, ni où, que leur corps est solide et qu'ils ne doivent pas être constamment sur leur garde. Le toucher leur dit qu'ils sont en sécurité. Ce texte est issu du livre « Le corps n'oublie rien », écrit par le psychiatre Bessel van der Kolk. Il m'a passionnée. Au-delà de comprendre comment fonctionnent les traumatismes et qu'il est possible d'en guérir, il m'a permis de mieux saisir ce qui, sous le patriarcat, a façonné ma vie, mes fonctionnements, mes émotions. C'est un peu ce qui s'est passé pour Maggie. À 40 ans, elle me dit qu'elle redémarre une toute nouvelle vie. Il y a 15 ans, elle traverse une rupture douloureuse avec son amour de jeunesse, s'interroge sur son désir d'enfant suite à une opération de l'utérus qui lui a fait très peur, puis se réfugie dans le travail et la fête. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui semblait au départ charmant, disponible, aimant, avant que la situation ne se dégrade peu à peu. Il supportait pas que je me réveille avant lui, alors moi je suis une lève-tôt, lui c'était un lève-tard. Il disait que il fallait que je reste dans le lit pour qu'il se réveille à côté de moi. Donc je proposais des solutions, comme le fait de m'envoyer un message quand il était réveillé pour que je vienne le rejoindre, mais ça allait pas. Que du coup je faisais du bruit, puis après j'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde, sur l'idée d'acheter un appartement ensemble, d'avoir des enfants. Puis là donc il me dit qu'en fait il veut pas d'enfants. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà le projet de partir de Paris. J'avais l'impression qu'il y avait des ouvertures possibles. Là donc il y avait plus d'ouverture possible, c'était Paris ou rien. Éventuellement, passer le périph', c'était envisageable pour lui, mais c'était un gros sacrifice. Et en fait, y a une fois où on a parlé de tout ça, et puis il s'est barré. Et il m'a quitté, du jour au lendemain. Alors, il m'expliquait que j'étais méchante, que je l'avais traumatisé, que mon caractère, parce que je suis fille du Sud, donc un peu de tempérament. Et donc, je me suis dit, c'est fini, donc je vais partir à Lyon. Et en fait, il est revenu à ce moment-là. On recouche ensemble et là, après, il me dit qu'il est avec quelqu'un. Donc, il la quitte et puis, entre-temps, mon déménagement se fait effectivement. Donc, il m'en veut, donc il la revoit, donc je m'énerve et donc c'est ma faute. Là, j'ai déjà une première alerte puisque je me suis arrêtée en moi, mis sous médoc. J'en pouvais plus. Donc là, il m'explique que ça lui rappelle des mauvais souvenirs parce que son ex a été dépressif, suicidaire, sous médoc aussi. En tout cas, ça me fait bien culpabiliser. Tout se complique parce que j'ai une opportunité, on est dans le même milieu professionnel, j'ai une opportunité professionnelle sur un gros poste que je prends et qu'il me reproche d'avoir pris. Il ne supporte pas. Je le rends malheureux et moi, je culpabilise. Donc, j'accepte de plus en plus de choses. Donc je me revois lui demander l'autorisation de voir des copines, parce qu'il est très dans le on est bien tous les deux, moi j'ai besoin de passer du temps qu'avec toi. Par ailleurs, alors il y a le sujet du sommeil, où il dit que je ronfle et que je l'empêche de dormir, donc il est assez violent au réveil, la nuit il me donne des coups de pied. Il devient verbalement très violent, y compris en me disant que c'est en réaction à ma propre violence, sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que je ne parle plus, je ne dis plus rien. Et là, je me dis, il peut pas me dire ça parce que je ne dis rien. Je suis muette.
je suis en train de m'éteindre. Une fois physiquement, il s'en prend à moi. Et là, il me fait peur. Donc, je commence à faire des rêves qui m'étranglent dans la nuit. Mais en fait, je pense surtout qu'à l'époque, j'ai l'impression que je suis devenue folle, complètement paranoïaque. À ce moment-là, je revois une psy. Elle me dit oui, c'est dur, c'est une relation compliquée, que c'est un couple qui va mal, fusionnel, donc passionnel. Je l'entends me dire qu'on a tous les deux tempéraments qui font que parfois ça frite, quoi. Et donc, c'est tellement fort dans le plus comme dans le moins que moi-même, en fait, je suis en train de péter un plomb et devenir complètement paranoïaque et que bien sûr que non, il va pas m'étrangler dans mon sommeil. Je me remets en question. Et c'est ça que je travaille avec la psy. Ma propre remise en question. Elle me conseille sur la gestion de mes émotions, qu'il fallait apprendre à communiquer, ne pas s'énerver. Donc, du coup, je m'énervais plus. Par exemple, comme je suis très active et très dynamique, c'est moi qui vais prendre les choses en main. Pour la cuisine, par exemple. Donc, elle me dit, essayez de vous laisser porter par lui, que ce soit lui qui prenne en charge le repas. Sauf que je me rappelle une fois, il va faire cuire des ravioles. Et dans les ravioles, il y a toujours le truc de protection, là, entre 2 plaques de ravioles. Il fout tout dans l'eau. Et donc, du coup, je rigole et je lui dis, non, mais le sachet, faut l'enlever, quoi. Et là, il pète un plomb. Non, tu m'as pas dit qu'il fallait l'enlever. Je passe pour un con. On n'était que tous les deux, hein. Donc, me remettre en question pour le laisser faire, d'ailleurs, c'est les conséquences, pour moi, c'est ça. Même sur des sujets aussi anodins que les courses ou la bouffe. On a fait les 40 ans d'une amie. Je me suis pas reconnue. J'avais pas le droit d'aller fumer. J'avais pas le droit de parler à d'autres personnes. Il fallait que je reste avec lui. Il fallait pas que je m'amuse. Il fallait pas que je boive trop. Ça m'a choquée. Et j'ai compris ce que ma mère m'avait dit. En mode, je ne comprends pas ce que tu fais avec lui. Toi qui es un tronc de l'air. Alors je crois que c'est une expression du Sud. Je veux dire, une fille en fait pétillante, amusante. Je ne te reconnais pas. On dirait que tu es à son service et que c'est ton enfant. Et là, je me suis dit, mais maman a raison. Et surtout, je me dis, à un moment donné dans la soirée, je vais danser. Et j'entends ma copine me dire, ah là, c'est la Maggie que je connais. Et je crois que 3 ou 4 jours après, je le quittais. Et là, j'ai dit, c'est fini. Et ça a été un soulagement intense, mais de courte durée. Parce que l'emprise qu'il n'avait plus sur moi, dans le cadre personnel, il l'a gardée dans le cadre professionnel. Harcèlement au travail. Et chaque fois que j'étais valorisée ou exposée, sa violence augmentait. Ça a fini par vraiment partir en vrille, où j'ai reçu une lettre de 3 pages d'insultes à mon domicile, affreuse, qu'il avait tapée à l'ordinateur, qu'il a pris le temps d'imprimer et de me poster. Une collègue, qui est une très bonne amie et qui est celle qui, depuis le début, avait identifié le problème, elle m'a dit, dis-lui que s'il continue, tu déposes plainte ou tu fais une main courante. Il m'a répondu un message menaçant me disant que lui aussi, il avait de quoi porter plainte contre moi pour harcèlement. Et c'est le dernier message que j'ai eu de lui et ça me va très bien. Et puis j'ai vu cette avocate qui m'a orientée vers une psy féministe et spécialiste de la prise en charge des traumas liés à des violences faites aux femmes. On fait une première séance, on en fait une deuxième, et là elle me dit non mais vous êtes victime de violence en fait. Il y a une scène horrible qui la marque, qui moi, j'étais passée complètement à côté, où la dernière fois qu'on fait l'amour, enfin si on peut appeler ça faire l'amour, j'étais mal, et il me dit, j'ai l'impression de baiser une morte, mais il continue. Il me dit, vous pensez que c'est normal de continuer ? Quand on a l'impression de baiser une morte, vous pensez pas qu'un mec devrait s'arrêter, lui demander ce qui va pas ? Et elle me dit, en fait, on vous a envoyé chez moi pour un stress post-traumatique, mais vous n'êtes pas en stress post-traumatique, vous êtes en plein trauma. Et là, elle me dit, il va falloir que ça s'arrête là. Elle me dit, oui, c'est des violences. Et puis là, en fait, il faut professionnellement couper les liens. Parce que tant que ce lien professionnel existera, les violences continueront. Je quitte ce poste. Les conditions dans lesquelles j'ai dû renoncer à ce poste ont été quand même très violentes. Et donc là, je suis arrêtée. Et quand on m'arrête, je pense que c'est pour 15 jours. Et ça va durer 6 mois. Regarde-moi mettre au feu mon système de pensée. Écoute-moi avoir foi de vouloir tout défoncer. Je lui mets des coups, des coups, des coups, et je vais jusqu'au bout, au bout, au bout.
De toutes mes forces, j'ébranle les murs de ma raison, jusqu'à ce qu'elle lâche sa prise aux 1000 mots. De toutes mes forces, je branle l'excès des illusions, jusqu'à ce qu'elle se brise en éclats de morceaux. J'abandonne en les pressant mes plus belles inquiétudes. Dans un bain de sang, j'arrache mes vicieuses certitudes. Par là, j'apaise l'horreur de mes plaies les plus immondes. Par là, j'appose un baume sur mes blessures profondes. Regarde comme c'est beau. Là, c'est mon sang qui coule. C'est ma haine de moi-même qui s'écoule. Elle s'en va en un cri qui hurle à la mort sa peine, aussi silencieusement qu'elle s'était infusée dans mes veines. Quand écrire égale faire, décrier le légal, bouffée d'air, expulsion vitale, accouchement hybride au bout des coups, l'angoisse du vide. J'écriture pulsionnelle. J'écris, je tue, je ruisselle. Recueil, charge, 13. Je suis chez moi, j'alterne entre mon lit et mon canapé avec ma bouteille de vin blanc pour m'anesthésier. Et parallèlement, je continue à voir ma psy courante. Je lui dis que je vois une psy féministe qui m'a parlé de violence. Elle me dit, on ne peut pas savoir, parce que lui, on ne le connaît pas. Je pense qu'elle fait le lien avec ce qu'elle voit, et ce qui est, moi, un peu la version officielle aussi, c'est le burn-out, quoi. Elle a fait un burn-out. Rupture, trop de travail, des choses pas réglées, elle a craqué. À partir de ce moment-là, je sais que cette psy, elle m'apporte des choses, mais elle ne m'apportera rien sur ce sujet-là. Donc pour moi, avec elle, le sujet est quasiment clos. Je n'en parlerai plus. C'est ce qui me permet de sortir de chez moi, de faire 200 mètres et d'aller dans un cabinet pour gérer le quotidien. Ça va être plus du coaching. Donc la psy féministe, ce qu'elle m'a apporté là-dedans, c'est des outils pour me calmer. Bon, j'avais la totale, idées noires, etc. Mais des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des crises de panique et des problèmes de respiration. J'étais tellement nouée que respirer, il fallait que je pense à respirer, quoi. Et on a pu parler aussi des addictions. Parce que j'avais des antécédents d'addiction que j'avais à peu près réglés, mais je fumais. J'étais un paquet par jour. Et l'alcool m'a aidé à tenir le coup pendant un certain temps. Et ensuite à m'anesthésier quand j'ai été vraiment en bas, que j'ai eu mon arrêt de travail et que j'ai traversé mes ténèbres. J'étais pas à boire dès 8h du matin et à tituber et à retourner mon domicile pour trouver un fond d'alcool. Mais l'alcool, de fait, on passe à l'alcoolisme mondain, puis quand ça va pas, on tombe dans une addiction à l'alcool comme anesthésiant. Ma psy courante me dit oui, faut réduire, quoi. Ma psy féministe me dit il faut arrêter. Et en fait, avec elle, ce que je me suis rendu compte, c'est que les pics de consommation sont liés à des événements, soit aux violences elles-mêmes, soit à des événements en lien avec les violences. La consommation d'alcool suit la courbe de mes angoisses. Entre-temps, on a aussi fait un point sur toute ma vie. Des violences, j'en ai subi avant. Donc ça va être de mettre des mots aussi sur tiens, lui, à la fac, j'en pouvais plus, mais en fait, c'était du harcèlement sexuel. C'est avec elle que je vais pouvoir comprendre qu'il y a 20 ans, j'ai été violée par mon médecin. Et on se rend compte soi-même, tiens, là, j'ai commencé à beaucoup fumer ou à beaucoup boire. Mais en fait, il venait de se passer ça. Donc, la psy féministe m'a aidée aussi à comprendre mon fonctionnement. Et en fait, avec elle, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'alcool, c'est lié aux hommes. Ce que je lui ai dit, c'est l'alcool, c'est eux. J'ai compris que si je rebois un verre, c'est moi que je détruis et c'est eux qui gagnent. Et là, c'est beaucoup plus simple d'arrêter. Et du coup, je découvre que je peux être pas super stressée. Je serai toujours quelqu'un de dynamique. Je peux accepter mes émotions, les vivre sans angoisse. C'est de dire qu'en fait, on n'est pas obligé de faire passer toujours les autres avant soi. Ce que j'ai pu accepter ou tolérer avant ne sera plus possible. Et après, il y avait un terreau fertile chez moi qui est lié au fait que
au fond de moi, je ne m'aimais pas. Et je me sentais comme une merde. C'est-à-dire que chaque fois, j'ai appris à m'aimer, mais du coup, j'ai aussi appris à prendre soin de moi, de s'écouter, d'écouter son corps, dire, là, cette semaine, ça va être un peu chargé, émotionnellement, je savais qu'on allait se voir, en fait, j'ai besoin de temps pour moi, je peux pas forcément aider tel ami que j'avais prévu d'aider, donc je vais lui expliquer. Mais en fait, quand on règle les traumas, on règle aussi un peu les conséquences avec. Je pense que j'avais un besoin d'être aimée, donc je pouvais avoir un côté dans le domaine professionnel un peu première de la classe. Parfois, j'inventais des mythos pour pas dire vraiment aux gens que je pouvais pas, que j'étais fatiguée. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. J'ai les outils pour affronter les jours sans. Je suis dans un équilibre de vie. Apprendre à reconnaître et réguler ses émotions fait partie d'un travail classique qu'il est possible d'entamer en thérapie. Mais pour la psychologue Annie Ferrand, l'approche féministe ancre ce travail dans un contexte. C'est là toute la spécificité de la psychologie féministe, articuler psychologie et sociale. Les émotions systématiques sur lesquelles je reviens, et aussi parce qu'elles reviennent très souvent dès les premières séances, c'est la culpabilité, la peur qui va s'exprimer sous forme d'angoisse, la haine de soi et la honte, et le doute, la pensée en boucle. Ça, ce sont vraiment des phénomènes intrapsychiques que je vais très systématiquement évaluer dans leur rapport à la réalité. Moi, j'ai vraiment besoin d'abord de comprendre comment l'émotion est en rapport avec le réel. Je ne vais pas regarder d'abord à l'intérieur de la boîte crânienne, je vais regarder d'abord dans le réel. Quand la femme qui est en face de moi évoque la culpabilité, je vais d'abord évaluer deux choses. La première, y a-t-il quelqu'un concret autour d'elle qui la culpabilise ? Parce que j'ai besoin très rapidement de savoir si elle est en contact avec un conjoint violent, un père violent, un frère ex-incestueux qui maintient le secret par des formes tacites ou explicites de culpabilisation. J'ai besoin de le savoir très vite pour pouvoir très rapidement savoir si elle relève d'une action associative où on va concrètement mettre en sécurité la femme. Et la deuxième chose, je vais essayer d'évaluer si cette culpabilité est dirigée vers les hommes. Je suis trop agressive avec les hommes, je n'arrive pas à être en contact avec les hommes, j'ai l'impression maintenant que je me méfie de tous les hommes. Je sais que je fais mal les choses, des propos comme cela. Je vais très rapidement essayer de savoir si elle est en couple ou elle aimerait être en couple ou elle doit gérer des équipes avec des hommes qui pourraient profiter de cette culpabilité. Parce que là, cela crée une vulnérabilité chez elle qui ensuite va ouvrir soit à des relations d'emprise, soit à des formes de surexploitation au travail, etc., etc. Et une fois que j'ai évacué ces deux sources d'insécurité concrètes, après je travaille l'intrapsychique. Quels ont été les épisodes dans sa vie qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, elle puisse se sentir coupable de ne pas avoir rempli le verre de monsieur. Mais là encore, pareil, je vais chercher des conditionnements actifs. Je ne vais pas chercher une personnalité, un masochisme féminin, une répétition inconsciente, transgénérationnelle, insondable, mystérieuse. Je vais chercher une répétition sociologique. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où 80% des tâches parentales sont réalisées par les mères et plus de 70% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes. C'est-à-dire que pendant les 10 ou 15 premières années de sa vie, elle a vu sa mère servir son père. C'est de cela dont on parle quand on parle de conditionnement, mais mes collègues psy non féministes ne vont jamais aller chercher la division socio-sexuelle du travail, qui pourtant, étant une structuration du lien social, étant une structuration de la vie quotidienne, détermine des centaines de comportements par jour auxquels est exposé l'enfant et auxquels va être invité à participer l'enfant. Et on peut sauver des années de psychothérapie aux femmes à partir du moment où nous avons tout simplement une conception de la société autour de madame. Et notre travail en tant que psy est de venir apporter de la compréhension, venir apporter du sens et venir apporter des outils de self-help à nos patientes, à nos petits patients, je pense aux enfants, apprendre l'observation clinique de soi
savoir quand il faut intervenir, savoir comment intervenir et avec quels outils. Donc quand quelqu'un va me dire « j'ai souffert de ma mère, elle a été maltraitante », mon but va être de ramener du réel, de la dynamique père-mère, non pas dans l'idée d'excuser la mère, mais dans l'idée de comprendre les dynamiques, 1, pour se soigner, 2, pour ne pas accepter que cela se reproduise contre elle, 3, pour ne pas reproduire. Quand une patiente va venir témoigner ou quand un patient va venir témoigner de son enfance, l'irritabilité maternelle va être surperçue parce que non attendue. Normalement, on attend de la mère qu'elle soit douce et elle ne va pas du tout être identifiée comme pouvant résulter des formes de maltraitance au travail, harcèlement sexuel, de maltraitance conjugale, 1 femme sur 4, ou d'anciennes violences à l'enfance que la femme essaye de surmonter, 1 enfant sur 4. Et à l'inverse, l'irritabilité paternelle d'abord va être enveloppée dans « les hommes ont le droit d'être plus froids, les hommes ont le droit d'être plus en colère, « oh papa travaille beaucoup, « oh papa n'a pas le temps pour les enfants, « oh papa il fait déjà des super efforts parce qu'un enfant de 3 ans il ne sait pas comment faire ». Et donc on va lui présupposer des vulnérabilités, des impuissances et des bonnes intentions qu'on n'imputera pas de la même manière aux mères. Annie Ferrand m'a parlé des travaux de la psychiatre américaine Judith Herman. En 92, elle théorise la notion de trauma complexe, qui s'applique lorsqu'il y a répétition des traumatismes. La structuration de l'individu peut alors être touchée et aller jusqu'à une altération plus profonde du sens symbolique de l'existence même. Les traumatismes conjugaux répétés peuvent connoter le sens donné au couple, influer sur l'ensemble de la sexualité, sur le rapport à l'autre. Les traumas répétés dans l'enfance peuvent altérer le développement de l'individu, de la perception et de l'image de son corps. Ces travaux m'ont évoqué la question des violences éducatives ordinaires. En thérapie, souvent, on parle très rapidement de la famille, de l'enfance, mais rarement le rapport de pouvoir des adultes sur les enfants est nommé et identifié. Lorsqu'on éduque par la menace ou le chantage, lorsqu'on isole ou qu'on fait marcher en rang, lorsque la parole des enfants n'est pas prise au sérieux, quel est l'impact sur leur développement? C'est ce que je me suis demandé aussi en écoutant l'histoire de Nina, 29 ans. Je pense que j'ai toujours eu un peu des tendances dépressives. Enfant, j'étais hyper angoissée, à pas dormir, à être malade souvent. J'avais souvent des maux de ventre et tout. J'allais souvent pas à l'école parce que j'avais mal au ventre. Après, il y a des moments où ça va mieux et il y a des moments où ça va moins bien. Et là, c'est un moment où ça va moins bien. Je me sens d'une extrême lenteur, je me sens fatiguée et je me sens que j'ai à l'intérieur de moi, comme les mélanges là de glace, hyper colorés et sucrés, et moi c'est comme un mélange de gadou dégueu. Je pense que la première fois que j'ai vu une psy, c'était quand j'étais enfant. Mes parents ont appris que j'avais subi des violences à l'école. J'ai été harcelée sexuellement pendant des années. J'étais à la disposition morale et sexuelle d'un enfant. Ça s'est arrêté quand, en fait, il m'a étranglée dans la cour de récré et que, pour le coup, là, il y avait un truc visible et les enseignants l'ont vu et du coup, ils ont appelé mes parents et du coup, là, j'ai été suivie, je crois, 10 séances chez une psy. Ce que je me rappelle, c'est que la dernière fois que je l'ai vue, ce qu'elle m'a dit pour finir, c'est « quand ça va pas, crie dans un coussin ». Moi, ce que ça m'a donné comme impression enfant, c'est que, en fait, du coup, la vie, c'était de la merde et que la seule marge de manœuvre que j'avais, c'était de crier dans ce coussin. Ensuite, j'ai grandi, je suis devenue ado, ça allait pas à la maison. C'était des problèmes de dynamique familiale, de aussi, on est une famille mixte, ma mère, elle est blanche, mon père, il est pas blanc, et de comment ça s'est invisibilisé. On était une famille recomposée, ma sœur, elle commençait à prendre de la drogue, et du coup, on avait été voir un psy collectivement avec ma famille, ce qui n'avait pas mené à grand-chose. À ce moment-là, je pense que régnait un climat où tout tournait autour de ma mère. Il y avait très peu de place pour les autres personnes. L'ambiance de la maison dépend de ma mère, c'est-à-dire que si ma mère va bien, il faut aller bien. Si ma mère va mal, il ne faut pas faire de bruit. Elle a eu toujours du mal à se remettre en question, et même si j'avais des grandes discussions avec ma mère et je pouvais lui parler de plein de choses et tout, ça vraiment. Mais si ça touchait à elle se remettre en question sur quelque chose, ça devenait un mur. Et ensuite, je vais faire mes études. Je pleure tous les jours, j'arrive pas à sortir de chez moi, j'essaye d'aller à la bibliothèque pour travailler, mais avant d'aller à la bibliothèque, il faut que je pleure 1 heure.
Et je vais voir une psychologue d'un CMP, d'un truc gratuit pour jeunes adultes. Ce que j'étais capable de formuler à ce moment-là, c'était « le monde, ça va pas. Il y a des gens, ils meurent dehors. Je comprends pas comment on passe devant tous les jours et qu'en fait, il y a des gens, ils sont dehors et ils n'ont pas à manger et ils meurent. » Ce qu'elle a essayé de faire, c'était « en fait, tu peux rien. Donc, on va se concentrer sur toi. » Mais moi, ça me paraissait... je pouvais pas. Et du coup, j'ai été souvent renvoyée à individuellement, moi qui processe mal les choses ou moi qui suis trop sensible. Je me sentais pas entendue. Je sortais de là... Et je me disais, ils n'ont pas compris. Je me disais, je suis toute seule. Et je me disais, ils considèrent que c'est moi qui ai un problème. Les gens comprenaient pas ma révolte. Il y avait de la colère, mais je savais pas comment l'exprimer. Et aussi, la colère, c'est mal vu. Notamment ma mère qui était vachement dans un truc de il faut pardonner, ça sert à rien d'être en colère, la colère, c'est mauvais. C'est toi qui n'as pas réussi à dépasser ta colère et à la transformer en pardon pour être bien. Être en colère, c'est être en échec aussi. Pendant longtemps, je voulais plus aller voir de psy parce que d'une part, j'avais vraiment ce sentiment que les autres m'avaient servi à rien. Et d'autre part, je me disais, oui, mais le psy, c'est pour trouver ce qui va pas. Et moi, je sais ce qui va pas. Je sais que j'ai vécu ça dans l'enfance. Je sais que le monde, c'est de la merde et on peut rien y faire. Donc ça sert à rien que j'aille en thérapie. Ensuite, j'ai fait une licence de sociologie, des études discrimination et genre. Ça me faisait du bien, en fait, d'avoir des personnes qui étaient non blanches, qui faisaient des cours et qui parlaient d'autres personnes non blanches. J'ai un père qui est tunisien, j'ai une mère qui est blanche, et moi, je me suis construite comme une personne blanche, mais un peu avec des traits exotiques, parce que moi, je suis concernée par le fait d'être une femme, et je suis un peu depuis toujours dans mon questionnement de mon appartenance raciale. J'ai toujours le sentiment d'être bizarre. Est-ce que je suis blanche, est-ce que je suis pas blanche ? Est-ce que c'est normal que je me sente mal face à des trucs de racisme ou pas ? Pour le coup, j'ai du mal à me situer. Voyant que je ne me sortais pas de cette question, j'ai cherché et là, je tombe donc sur le nom et le numéro de mon psy actuel. Un psy queer féministe, on peut dire ça. Et là, en fait, il me dit, c'est des questions qui ont toute leur place ici. Chaque truc que je dis, effectivement, j'ai pas besoin de le justifier. J'ai quelqu'un en face qui me dit « C'est normal de pas aller bien à cause de là ce que vous me racontez. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est fini. C'est pas pour autant qu'il y a rien à faire et c'est pas pour autant qu'on peut pas aller mieux. Il y a des outils pour justement trouver des solutions. » Les premières années, c'était vraiment, en fait, finalement, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes limites ? Et du coup, comment on fait poser des limites ? Je me rappelle d'une fois, par exemple, qui m'a marquée. Je sortais encore une fois d'un truc qui n'avait pas été avec le gars avec qui je sortais de l'époque. C'était par rapport à des rapports sexuels. J'étais avec quelqu'un qui, en fait, buvait beaucoup, notamment, que des fois, j'ai été obligée de pousser pour pas me faire violer, quoi. Et du coup, le lendemain, je l'avais engueulé. Je lui avais dit, ça, c'est pas possible. Là, ça se repassera plus, et tout, et tout. Et le mec s'excusait. Il disait, je suis vraiment désolée, j'ai pas voulu faire ça. J'arrive chez le psy, je suis trop fière. Je me sens quand même pas bien, mais je dis, mais je suis quand même contente, j'ai posé mes limites. Mais je dis oui, mais en fait, après, ça s'est reproduit. Donc là, je sais plus quoi faire, quoi. Et là, il m'a dit un truc, mais que je vais garder toute ma vie, qui est, il y a que toi qui peux faire respecter tes propres limites. Tu peux pas compter sur les autres en disant, oui, mais je l'ai dit. Et qu'après, si les gens respectent pas les limites alors qu'on les a posées, ben en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben souvent, c'est quand même la rupture. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, je savais pas. Parce qu'il y a cette idée de toujours continuer. J'étais en questionnement quand je suis arrivée dans ce cabinet sur mon orientation sexuelle. Et après avoir subi moultes et multiples dégâts hétérosexuels, je me suis dit là, en fait, c'est un choix politique. Je ne veux plus sortir avec des mecs cis hétéros. Quand j'ai accepté d'ouvrir un peu les œillères, en fait, je me suis dit « Ah, mais en fait, les filles, elles sont vachement belles quand même. Et les gars, ils sont vachement nuls. » Je me suis rendu compte que je les aimais jamais totalement. Il y avait toujours une partie de moi qui les aimait pas. Et deuxièmement, est-ce que la relation est censée être une lutte ? Est-ce que la relation, c'est censé être quelque chose où on se comprend pas ? Il y a eu un truc qui s'est libéré en moi de « En fait, je ne suis plus soumise à la validation des mecs cis. » Maintenant, je me suis construit une vie
sécurisante, je me sens en sécurité, ce qui, je pense, ne m'était jamais arrivé. Et pour le coup, maintenant, il y a, on va traiter les problèmes de fond. J'ai, en thérapie, changé toute ma manière de voir mon système familial. C'est-à-dire que depuis que j'étais enfant, le problème identifié dans ma famille et pourquoi ma famille, ça ne fonctionnait pas, c'était ma sœur. Oui, il peut y avoir des enfants difficiles, mais d'où ça sort ? Parce qu'il y avait quand même cette ambivalence de c'est tout de la faute de ma sœur, mais moi, je suis quand même sous l'emprise de ma mère. Et ça, je l'avais un peu identifié. Et là, par exemple, la dernière séance qu'on a faite, c'était sur un souvenir avec ma mère. Et je lui disais, mais je lui en veux, voilà, je trouve que elle m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Et là, par exemple, ce qu'il m'a proposé, il m'a dit de faire cet exercice qui s'appelle les grandes histoires, les petites histoires, de faire une frise chronologique avec quelles sont les lois sur le droit des femmes, par exemple, ou même les discours des politiques, les phrases, les idéologies sur le droit des femmes. Et ensuite de resituer la naissance de votre mère et de voir, du coup, elle, quand elle a grandi, elle entendait quoi autour d'elle. Et ça veut pas dire pas comprendre que ça a eu des impacts pour moi en tant qu'enfant, mais c'est juste un moment de reprendre du recul et de dire, en fait, elle avait quoi comme outil. En tant qu'enfant, je trouve qu'elle m'a pas protégée, ou elle m'a pas entendue, ou elle m'a pas fait la place qu'il fallait. Et à la fois, ma mère est une femme dans cette société, ma mère a subi des violences, et en fait, elle a fait comme elle a pu aussi. J'ai l'impression que j'y vois clair et que j'ai les outils. Essayer de maintenir une routine de vie, de bien dormir la nuit, de bien être réveillée le jour et tout. J'ai des mantras, manger, bouger, dormir, routine copine, des trucs comme ça, quoi. Et copine, voir ses copines, parce que les copines, c'est le mieux. On peut parler, mais on peut aussi ne pas parler. On peut juste être ensemble et faire chacune nos trucs. C'est un peu un moment de lutte collective pour notre propre survie. Je n'ai rien contre les bougies parfumées ni contre les bains moussants, mais c'est pas ce que je veux dire quand je parle de soins. L'idée de prendre soin de soi a une histoire militante, féministe, noire. Dans Un souffle de lumière, Audre Lorde écrit « Prendre soin de moi, ce n'est pas de la complaisance, c'est de la préservation. C'est un acte de guérilla politique. » Quand le monde n'en a rien à faire de toi, quand le monde ne prend pas soin de toi en raison de la personne que tu es ou des choses que tu fais, il te faut prendre soin de toi si tu veux avoir des chances de survivre. Pour certaines, la survie est une protestation. Audre Lorde souligne l'importance de prendre soin de son corps, d'accepter ses limites, mais aussi d'apprendre de la situation, de se donner des intentions et de réfléchir, d'utiliser le temps au service de ce qui doit être fait. Un appel à se donner à soi-même le temps de façonner une communauté. Extrait du manuel Rabat-joie féministe de Sarah Ahmed. Attends, faut que je me raccroche. On m'a balancé dans le siège, mais en fait... Tiens, mets-toi un coussin derrière le dos. Alors là, vraiment, c'est mamie. Hein. Prends le grand fauteuil, mets un petit coussin. À Toulouse, j'ai rencontré 3 membres de l'association pour le soin queer et féministe, Kautar Ben Moumen, Yoram Krakowski et Sylvie Dalnowski. L'objectif de l'association est d'œuvrer à un meilleur accès à la santé pour les personnes minorisées et de lutter contre les violences sexistes, sexuelles et de genre dans une perspective féministe intersectionnelle. Tous les 3 psychologues, Kautar, Yoram et Sylvie, partagent un cabinet en centre-ville. Elle et il s'occupent aussi de gérer la liste Psy-Située. Celle-ci recense les contacts de psychologues, psychiatres et psychanalystes qui prennent en compte dans leur suivi les différentes oppressions et veillent à ne pas les reproduire dans le cadre de leur pratique. Pour Sylvie, Kautar et Yoram, être situé, c'est savoir où l'on est en assumant un cadre de soins politiquement non neutre. Être situé, c'est aussi de pouvoir parler de nous. Et c'est à cet endroit-là que ça fait un peu grincer des dents dans le champ de la psychologie et de la psychothérapie. Un patient, une patiente peut m'interroger sur ces identités-là. Et ça dit de moi où je me situe socialement, mais ça ne dit rien de moi, de mon intimité. Ça ne veut pas dire se départir ou renoncer à notre position dans certains domaines d'experts et du fait qu'on a des outils, que tout ça. Se situer, c'est se vulnérabiliser aussi. Et c'est accepter ça. Donner du pouvoir à nos patients, c'est accepter d'en perdre.
Ça vient un peu casser ce totem de neutralité bienveillante dans lequel baignent tous les courants quasi de la psychologie, de la psychanalyse. Moi, j'ai vu l'avant-après. Du moment où je suis entrée dans une pratique située, où je me suis située par rapport à mes patients et où je me suis ancrée, j'ai eu des patients et patientes qui m'ont fait des retours en me disant « Ah, je vous sens vraiment là ». C'est pas que j'étais pas là avant, mais c'est qu'il y a une part de nous qui est tout le temps dans cet endroit. La neutralité bienveillante, c'est qu'on est quand même toujours en train de se regarder dans nos expressions, dans nos réactions. Je pense que c'est un endroit qui crée beaucoup de pression et qui, en fait, détache énormément le praticien de l'espace thérapeutique. Ça m'a permis, moi, dans ma pratique, d'assumer de me présenter auprès de mes patientes comme étant une féministe musulmane, pratiquante, engagée. Et tout ça, aujourd'hui, je sais que moi, c'est extrêmement libérateur et dans ma pratique clinique. Et sur les questions justement de racisme, là aussi, j'ai gagné en confiance et en légitimité de pouvoir élaborer toute la réflexion sur le complexe du sauveur blanc, sur la charge raciale. L'un des premiers freins qui peut être présent dans des espaces thérapeutiques ou médico-psychosociaux, c'est la minimisation de ces oppressions, de ces violences. Beaucoup de personnes qui sont minorisées dans le champ social, quand elles vont manifester de la colère, une personne qui n'est pas concernée, qui se croit neutre et bienveillante, va renvoyer cette colère à quelque chose de très psychologisant. C'est-à-dire, c'est son tempérament, va mettre un diagnostic même sur cette colère, je sais pas, cette personne est complètement borderline. Alors que la colère peut être une réaction au fait d'avoir perdu du pouvoir d'agir parce qu'il y a trop de freins et que ces freins sont sociaux. Et que peut-être, en tant que soignant, en tant que travailleurs sociaux, on reproduit en fait ces freins-là. Peut-être qu'on ne voit pas, par exemple, ce qu'elle nous dit quand elle nous parle de racisme. Beaucoup de personnes vont parler de micro-agressions du quotidien. Si on n'a pas une lecture sociologique de ce qui se passe, si on ne croit pas la personne dans ce qu'elle nous dit, on va dire « oh là là, elle exagère » et on va la renvoyer à elle, sa mauvaise interprétation. Alors que on pourrait dire « ok, ce que vous me dites, en fait, c'est grave, c'est des micro-agressions du quotidien, ça montre que vous avez une charge constante, que vous devez mettre en place des stratégies parce que vous êtes une femme dans l'espace public, parce que vous êtes une personne racialisée négativement dans l'espace public, parce que vous êtes une personne queer. » Et c'est parce qu'on va prendre en compte tous ces freins qu'on va soutenir l'émergence de leviers. Quand je me suis installée en libéral, j'ai commencé à recevoir des témoignages qui m'ont atterrée. Des choses qui, politiquement, qui, avec un regard féministe, moi, m'ont semblé absolument dramatiques. Par exemple, des personnes, en particulier des femmes cisgenres dans des couples hétéros, qui n'ont pas envie de sexualité pénétrative et où le ou la psychologue va leur expliquer que l'appétit vient en mangeant. C'est un exemple, et il y en a plein. Les incompréhensions des différentes modalités relationnelles, où la relation, ça va être forcément 2 personnes en couple et que 2 personnes, que par exemple le couple va être forcément supérieur aux relations amicales, alors que ça ne fait pas forcément sens pour des personnes qui ont peu, voire plus de ressources familiales et pour qui les ressources collectives, amicales, communautaires peuvent être beaucoup plus importantes qu'une amourette ou que voilà. Et un psy qui est dans une culture très hétéropatriarcale ordinaire, il va penser que le couple est plus important que les amis, par exemple. Ça, c'est pas du tout vrai dans les cultures queer. Quand il y a des espaces thérapeutiques dans lesquels, déjà, il n'y a pas de connaissance des cultures queer, ça, cet enjeu-là en particulier, mais qu'il n'y a même pas la connaissance qu'on ne sait pas, et que ça a un effet dans l'espace thérapeutique. Si à un moment donné, moi, je suis à tel endroit du champ social et que je reçois une personne qui est très, très à distance de moi dans le champ social, parce que vit des tas de discriminations que moi, je n'ai jamais vécues dans ma vie, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en conscience permanente de cette distance-là et que je mette en place des outils pour aller la rencontrer dans son endroit culturel. Et du coup, c'est avoir cette humilité de se dire, il y a des tas de choses que je ne vais pas comprendre dans cette rencontre à l'autre, et qu'est-ce que je mets en place pour que quand même ça reste un espace, cet espace thérapeutique, qui la prenne en compte dans toute sa globalité, même sur les choses que je ne vais pas comprendre. Un défaut, par exemple, sur lequel je reprends beaucoup des étudiants et étudiantes, c'est dans l'écoute, les personnes qui vont dire « je comprends ». Quand on est une personne, par exemple, qui n'avons jamais vécu à la rue, qui n'avons jamais été en exil, ce n'est pas vrai qu'on comprend des personnes qui ont cette expérience. Par contre, on peut chercher à comprendre c'est quoi le récit qu'elles en font. Par rapport à la question des outils aussi, il y en a. La question du stress minoritaire. Donc c'est des outils vraiment de psychologue. Enfin, c'est la pensée psychologique. Qu'est-ce qui se passe sur la santé mentale dans les situations de minorisation ? Alors la question du stress minoritaire, au départ, a été fondée autour de la question des personnes lesbiennes.
Mais aujourd'hui, c'est une notion dont on sait, le stress minoritaire, on sait qu'il touche toutes les personnes minorisées dans le champ social, que ça puisse être des enjeux de race, de classe ou quoi. Donc c'est un stress qui va être réactionnel aux discriminations. Il y a l'intégration d'identités négatives aussi, le fait d'avoir intégré du racisme, ce qu'on peut appeler racisme intériorisé, homophobie intériorisée, classisme intériorisé, grossophobie intériorisée, ça c'est vraiment quelque chose qui s'intériorise énormément. Toutes ces intériorisations d'identités négatives, c'est aussi quelque chose qui a été conceptualisé dans la psychologie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a souvent un soupçon ou un reproche que nous serions dans quelque chose qui favorise une vision victimaire, que les personnes vont leur dire « oui, mon pauvre, comme tu souffres », etc. Alors que toute notre approche est basée sur le développement du pouvoir d'agir. Et que pour développer du pouvoir d'agir, il faut bien nommer là où il n'y en a pas, pour pouvoir trouver les espaces où il y en a et où la personne elle va pouvoir déployer son pouvoir d'agir et les champs sur lesquels elle va avoir du pouvoir d'agir. On est quand même aussi des personnes militantes qui croyons beaucoup à la force collective et on ne pense pas que le soin ne vienne que dans l'espace psychothérapeutique, qu'il peut y avoir aussi de retrouver du pouvoir d'agir, en tout cas peut se faire par le biais du collectif et des communautés. Mais après, ce qu'on va utiliser comme outil, c'est le champ de la psychothérapie. Par exemple, ça va être confronter la personne à différents traumas, permettre que l'émotion, elle se rejoue à l'endroit du souvenir traumatique, au lieu que ce soit une espèce d'émotion qu'on dit un peu flottante et qui va réagir encore et encore à ce qui se passe. Et c'est souvent ce qui met les personnes très en souffrance. Par exemple, elles sont aujourd'hui dans une relation sereine, où il peut y avoir, comme dans toutes les relations, des désaccords, des moments difficiles, mais qui n'est pas une relation violente. Et néanmoins, elles ont toujours ce sentiment de mise en danger. Donc nous, dans notre regard féministe, on va vérifier, est-ce que ce qui est en train de se passer vraiment n'est pas violent ? Parce que des fois, ça l'est. Mais si effectivement ça n'est pas approprié, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai une petite grille où les personnes elles peuvent dire là j'ai réagi à 10 sur 10, alors que vraiment quand on analyse la situation, c'était pas une situation qui était censée provoquer ce type de réaction émotionnelle, et là on peut se dire ok, ce qui est en jeu c'est du trauma, c'est pas approprié cette réaction, et du coup c'est aussi important de prendre ses responsabilités face aux autres, c'est-à-dire de ne pas leur faire vivre des réactions qui sont complètement disproportionnées, parce que sinon on risque de nous-mêmes devenir des personnes violentes. Et on va essayer de remettre cette émotion à l'endroit à laquelle elle appartient, c'est-à-dire pas cet endroit où finalement ça se passe bien, on est en sécurité, on est dans le présent, mais cet endroit plus ancien auquel elle n'a pas pu s'affilier. L'idée, c'est aussi, en travaillant sur ces traumas, en travaillant sur ces représentations, de soi-même travailler sa propre violence, prendre ses responsabilités vis-à-vis des autres. La psychothérapie, même quand c'est une psychothérapie individuelle, c'est pas un acte individualiste. C'est vraiment un acte pour moi qui est profondément aussi militant, qui est un profond engagement vis-à-vis des autres et qui, moi, me donne beaucoup d'espoir. Comme toujours, cet épisode en appelle bien d'autres. Comment prendre soin les unes des autres, collectivement ? Que se passe-t-il dans les hôpitaux psychiatriques ? Quelle place pour les diagnostics et les médicaments ? Autant de questions qui viendront prochainement nourrir un podcast à soi. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard avec Gary Salin. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Illustration, Anna Vanda-Gogusset. Un merci tout particulier à Judith Chemla, autrice de Notre silence nous a laissés seuls, pour les lectures des textes. Grand merci aussi au collectif de psychologues féministes marseillaises, Nelly, Sophie Leila, Lucie et Solveig. Merci à Estelle Bayon, Elisende Colladan, et à toutes les femmes en thérapie féministe, Amandine, Andrea, Marcia, Sol, Emeline, Lola et Camille. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Et si l'envie vous en dit, lisez un livre à soi pour prolonger l'écoute. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.